soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour une nouvelle émission 100% futsal. On s'approche de la fin de saison, on est déjà sur notre 19e émission et aujourd'hui on a invité un invité exceptionnel. En tout cas je vous propose tout de suite de voir le sommaire de cette émission avec comme d'habitude, voilà, on va débriefer de cette journée, on fera un focus sur les temps forts, l'interview également de l'invité, un petit quiz, les classements et enfin un focus sur la prochaine journée. Voilà un petit peu pour cette émission. N'hésitez pas, si vous ne l'avez toujours pas fait, l'application, vous pouvez la télécharger encore. Plus on est nombreux, plus on pourra vous proposer de belles choses. Donc n'hésitez pas à voilà, prendre votre petit téléphone et la scanner. On a dépassé les 10 000 followers sur TikTok aussi. N'hésitez pas vraiment à suivre nos réseaux sociaux. Voilà un petit peu pour les petites infos. Et ben c'est parti, mesdames et messieurs, on va accueillir l'invité du soir qui est là. Vous allez le reconnaître évidemment si vous êtes fan de futsal. C'est Marcello Serpa, l'entraîneur du Paris Akasa. Marcello, merci déjà d'avoir accepté d'être présent ici avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Et ben, merci à toi, on est très pressé. On avait déjà échangé avant le match face au KB pour une invitation, mais là ça tombe bien. Il y a eu une belle chose ce week-end. On va justement tout de suite aller dans le débrief de cette 19e journée. Avec donc voilà ce qui s'est passé en images, les résultats, la grosse victoire donc du Paris Akasa face au KB. On va évidemment en reparler. Le match nul de Gaulle face à Laval. Gaulle qui est la seule équipe à avoir gêné un petit peu cette équipe de Laval cette saison pour l'instant. Kingersheim qui a fait une grosse victoire face à Hérouville 9-2. Match nul entre Sporting et Nantes. Ça c'était un match aussi important pour les playoffs. La victoire de Toulon qui continue aussi sa bonne route. Et enfin la victoire de l'AC Ajaccio du côté de l'UJS Toulouse. Marcello, on va commencer avec votre match. C'était au gymnase Ducasse, un match pas évident face à une institution du futsal français. Mais j'ai envie de dire, tout s'est bien passé. En tout cas, d'un œil extérieur, peut-être que toi, tu vas pas me dire pareil. Mais parle-nous un petit peu de ce match et de cette victoire du coup face au KB. Non, je pense que c'était un match compliqué. C'est un rival direct pour les playoffs. C'était Marie. un derby. Attends, juste le match du KB. On n'arrive pas de soucis. Voilà, comme ça, c'est nickel. Okay. Merci Marcello. Donc, je disais, c'était un match compliqué, un derby, un rival direct pour les playoffs. Donc, on a pris les matchs avec beaucoup d'attention et concentration. Et je pense qu'on a commencé bien les matchs avec on marqué tout de suite. Ça nous a aidé aussi à être maîtriser mieux les matchs. Après, ils ont poussé, ils ont eu l'occasion. On a sauvé bien, maîtriser les jeux et profiter de notre occasion. Après, avec les powerplay, ils ont essayé, on a bien défendu. Donc, je pense que ça a bien passé le match pour nous et la victoire était vraiment importante et on est trop content d'être au playoff. Ouais, un petit mot juste, c'est l'actualité, la blessure de Caio Leonardo. Est-ce que vous avez eu un petit peu des infos? On l'a vu se tenir le genou. Oui, c'était un coup quand il a récupéré le ballon. Donc, il était douloureux. Le kiné l'a vu directement et a priori, c'est juste un coup. Ça va être douloureux pour quelques jours, mais c'est pas rien de grave. Ok, bon, rassurant en tout cas. Voilà, on voit du coup ce qui s'est passé. Moi, j'étais au gymnase, au stade, c'était sympa. On a senti vraiment une maîtrise globale. On sent que cette équipe de Paris Akasa, elle a cessé de monter en puissance cette saison. On le sait, il y a eu un début de saison pas évident. Mais voilà, depuis une dizaine de journées, vraiment, on est sur un Paris Akasa quasiment imbattable. Est-ce que c'est ce que tu ressens, toi, en tant que coach? Oui, je pense que les débuts de saison, c'était compliqué, principalement le côté défensif. On a pris beaucoup de buts, que ce n'était pas normal dans notre histoire. Non? Il y avait une équipe avec de nouveaux joueurs, des joueurs cadres qui ont parti. Et il y a qui reformuler une équipe, répartir les rôles encore. Et ça, je pense qu'il a pris un peu plus de temps. Et après, je pense que petit à petit, c'était important. Les groupes aussi, il y a que dire que les groupes travaillent bien et qu'on vive bien. Les moments compliqués, on était soudés, les groupes étaient en train de travailler, tout le monde a confié dans notre capacité, même les clubs aussi.
Donc, ça nous a donné la tranquillité pour arriver à un moment que les résultats commencent à accompagner, la confiance commence à monter. Et quand les résultats et la confiance se suivent, normalement, l'équipe monte en puissance et je pense que c'est ça qui arrive aujourd'hui. Fait attention, on a un petit, on ne fait pas début février, qui nous a coûté la coupe et les matchs de Roville qu'on a perdu. Mais on s'est remettre au travail juste tout de suite. On a redressé les choses et pour l'instant, les choses vont bien. J'espère qu'on continue à bien travailler et qu'on finit bien la saison aussi. Ouais, c'est vrai que tu parles de la confiance, c'est un mot qu'on entend souvent évidemment dans ce sport. On le voit collectivement, mais on le voit aussi individuellement avec des joueurs qui enchaînent les bonnes performances, avec certains qui se révèlent, d'autres qui confirment. C'est quoi? Il y a vraiment une sorte de mayonnaise comme ça qui prend avec des individualités qui font que le collectif ensuite en ressort grandi. Ah, c'est sûr. Et normalement, l'individualité devait être un service du collectif et le collectif de l'individualité. C'est ça comme je veux les choses et c'est ça que j'essaie de transmettre à les joueurs. Donc, ils se sentent bien dans les entraînements, ils se sentent bien dans l'équipe, ils se sentent accueillis. Les moments qui ne sont pas les meilleurs moments, il y a des autres joueurs qui les tirent au lot. Donc, ça aide pour la confiance. Je pense que la confiance avec beaucoup de le contrôle. Quand tu contrôles les choses dans le terrain, tu sais que ça va passer, tu as confiance dans ton équipe, tu contrôles les tours, tu t'abstrais de l'extérieur, ça te donne ça c'est plus facile d'avoir la confiance et c'est ça que l'équipe a maintenant. Je pense qu'on est capable d'être concentré dans le jeu et en contrôle des situations. Donc ça t'amène à plus de confiance encore. Ah, c'est vrai que c'est ce on a senti aussi en voyant ce match. J'ai une petite question parce que c'est vrai que du côté du Paris à Kazan, on l'a vu encore sur ce match, il y a un petit turnover qui s'est installé entre les gardiens. On a vu Moussa Diagouraga en première mi-temps, Samir Aboudou en deuxième. Raconte-nous ça un petit peu, c'est une des particularités. Tu le fais pas tous les matchs, mais quand même de temps en temps, tu as la chance d'avoir deux bons gardiens. C'est pas trop compliqué à gérer, explique-nous. Oui, c'est une question des qualités. Les deux gardiens, quand les deux gardiens ils sont gardiens numéro un, c'est comme je les vois. Les deux, sont titulaires. Les deux, ils peuvent jouer. Quand ils sont au niveau pareil, on se permettre de mettre en mi-temps chacun ou de tourner les deux en match chacun. À un moment qu'il y a peut-être un gardien qui pour quelque chose un peu meilleur que l'autre, c'est lui qui va jouer. Et c'est en la concurrence, la compétence, concurrence intérieure saine. Ils se respectent, ils s'appuient. Donc c'est ça, c'est l'équipe qui gagne avec ça. Et la question de mettre en mi-temps chacun, parfois il y a des situations, par exemple, ces matchs-là, on joue et là, après 2 semaines, on n'a pas de match. Donc, un gardien qui ne joue pas ce match a resté 2 semaines sans compétir. Et ça peut affecter son performance aussi. Donc, quand tu as deux gardiens qui sont à un niveau pareil, je pense que moi, je discute avec lui et je pense qu'ils acceptent bien et que chacun joue son mi-temps. Et c'est vrai, la première temps, Moussa, il était spectaculaire et Samir est entré, il a laissé les niveaux au même niveau. Donc, ça, c'est important pour l'équipe, pour pour qu'il y ait les deux gardiens qui sont là. Toute l'équipe a des confiances, oui, un et l'autre. Bah, très bien, bonne explication. Ça travaille aussi avec Louis, hein, l'entraîneur des gardiens, et tout le staff, évidemment. Merci en tout cas, Marcello. On va passer rapidement voilà, à ce qui s'est passé aussi sur la journée entière de D1. Voilà, un petit mot quand même sur cette équipe de Gaulle qui a même failli à un moment l'emporter. Alors, ça a été un match compliqué. Ils auraient pu le perdre, ils auraient pu le gagner comme souvent au futsal. Mais la finalité est qu'ils ont réussi à prendre des points. Un petit mot, Marcello. On va pas parler d'exploit, mais c'est vrai que cette année, c'est la seule équipe qui a réussi à ne pas perdre sur le terrain en tout cas. Oui, Go, c'est une équipe solide. Ils ont des joueurs expérimentés. Ils ont une bonne équipe, bonne défense. Un peu une zone, ils sortent bien le contre-attaque. Il y a des joueurs qui peuvent marquer des buts. C'est comme le Colombien Ramirez, il est finisseur. Donc, ça, c'est une équipe d'un géro. Après, ils ont un bon jeu de power play aussi. Donc, c'est une équipe compliquée de jouer contre. Chez eux aussi, il y a des publics. Donc, c'est pas évident de jouer. Donc, ça, c'est pas une surprise. C'est des choses qui arrivent. Après, je pense qu'ils ont la confiance aussi de faire match nul le premier match. Ils donnent la confiance aussi pour chercher quelque chose au deuxième match. Donc, je pense que c'est pas une surprise. C'est juste qu'ils étaient performants dans un moment et ils ont réussi à faire match nul avec Laval. C'est pas. Ouais, ils connaissaient déjà le chemin. Et un petit mot quand même sur cette équipe de Laval. Évidemment que vous allez
peut-être affronter aux playoffs, soit sur les demi-finales ou soit pourquoi pas sur la finale, on vous le souhaite, si les deux équipes évidemment se qualifient. Ça reste évidemment un adversaire très coriace. Tu regardes un petit peu les matchs, j'imagine, tu les dissèques aussi, tu fais de la vidéo, tu prends tout ce que tu peux prendre, j'imagine. Oui, on analyse un peu. Je vais essayer de regarder la plupart des matchs des équipes pour préparer les prochains matchs, pour les matchs à venir. Et c'est vrai que Laval, c'est l'équipe pleine forme. C'est la meilleure équipe du championnat. Donc, ces résultats, on peut voir. Ils ont presque même gagné tous les matchs, sauf les deux matchs avec les deux avec le goal et les matchs qu'ils ont perdu avec Béthune pour qu'ils n'ont pas joué. Donc, c'est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles, un bon mayonnaise, comme on dit. Non? Ils jouent bien, ils se connaissent, fait beaucoup de temps qu'ils jouent ensemble, la plupart des joueurs. Et ça lui donne aussi la confiance pour jouer. Donc, c'est un rival qui, j'espère qu'on va l'effronter. Ça, c'est que c'est une bonne nouvelle. Donc, mais on a préparé bien et à voir comment on peut. C'est sûr que c'est les favoris des championnats. Ouais, voilà, Laval donc et Paris Casa, un deuxième qualifié pour les playoffs. On en parlait, le doublé de Wilmar Ramirez, un but d'Amin Ben Chérif, encore Hugo Ramadan, on le voit là, le but de Ben Chérif contre un doublé d'Abdesamad Mohamed, Nelson Lutin et Bilal Bakali. Tous les résumés sont disponibles sur l'application Futsal Zone, vous commencez à le savoir. En tout cas, voilà, match nul de Gaulle qui continue sa bonne série, mais qui n'est pas encore officiellement sauvé. On verra ça tout à l'heure au classement. On passe au match suivant, c'était en après-midi, voilà, Kingersheim face à Hérouville. Sur le papier, un match qui paraissait déséquilibré entre une équipe en forme et Hérouville, voilà, en queue de peloton, et ça s'est matérialisé en tout cas avec beaucoup de buts. Cette équipe de Kingersheim qui est très offensive, qui en marque beaucoup, qui en prend beaucoup, il y a toujours du spectacle, et là malheureusement pour Hérouville, ils ont fait les frais notamment comme souvent d'un grand Moussa Haddad, d'un grand Marwan Abarki. Marcello, est-ce qu'elle te surprend cette équipe de Kingersheim? Est-ce qu'on peut le dire, on s'attendait peut-être pas à ce qu'elle soit aussi haut cette saison quand on se souvient l'année dernière avec le sauvetage à la dernière seconde. Oui, mais je pense que c'est une équipe aussi que joue bien le futsal. Et les matchs qu'on a joués avec eux, les deux matchs, c'était des matchs très compliqués, les deux. On a gagné les matchs à la fin. Étaient tous, ils ont un beau jeu de power play, ils ont des bons joueurs, comme vous dites, ils ont marqué beaucoup de buts. Et défensivement aussi, comme ils sont très agressifs aux offensives, et puis beaucoup de buts. Donc, c'est pas facile de gérer des équipes qui essayent de jouer, qui vont ils s'ouvrent et prennent des risques pour que ça te force à prendre des risques aussi. Donc, ça se reste match ouvert. Et c'est peut-être parfois c'est compliqué de maîtriser des matchs comme ça. Mais je pense pour les joueurs, mais je pense que c'est une équipe qui mérite sa place. Ils ont des bons résultats, ils ont un beau jeu. Et je pense que Yerovil paye un peu peut-être sa situation quand les choses ne marchent pas, il ne rentre pas. Et la confiance aussi, c'est comme on a parlé au début, c'est difficile. Et ils ont une situation qu'ils sont en train de jouer pour se maintenir. Et ça affecte quand le match te sort un peu 2 buts, 3 buts d'avantage. C'est difficile de revenir. Ouais. Et un petit mot justement sur cette équipe de Kingersheim, on le sait, toi qui es entraîneur, tu le sais mieux que quiconque, on parle souvent voilà, d'essayer d'avoir un socle, d'avoir une base avec des joueurs qui se connaissent bien. Cette équipe de Kingersheim, au final, c'est une équipe quasiment nouvelle. C'est presque plus dur encore d'avoir ces résultats là quand on voit toutes ces recrues, tous ces nouveaux joueurs, et au final, encore une fois, ça prend bien. Comment on travaille ça quand on est entraîneur? Est-ce que ça se fait déjà dès le recrutement? Est-ce que ça se fait au fur et à mesure? Ou est-ce que des fois, je vais pas dire la chance, mais voilà, tout se goupille bien, les joueurs s'entendent bien et ensuite la confiance fait le reste? Oui, je pense que quand tu fais le recrutement, tu penses sur ton équipe, les besoins de ton équipe, la personnalité des joueurs, comment ça va marcher. Après, il y a la chance aussi, tu vois, qui tout sort bien. Il y a des joueurs qui vont arriver et tu as une expectation sur lui. Après, c'est pas comme ça. Il y a des autres qui après arrivent des derniers moments et c'est les joueurs qui te font la différence. Après, ils ont une petite base des joueurs qui jouent ensemble déjà et de l'année dernière. Donc, et les joueurs étrangers qui sont venus, qui lui apportent beaucoup, plus même Mathéus, qui je pense que c'est un joueur qui, avec Haddad, sont les deux joueurs qui sont plus en forme. Ils se comprennent bien et ça fait. Il y a un bon espagnol aussi qui est arrivé. Donc,
Morgado, ça a pris une bonne dynamique et après, c'est le travail du coach et du staff de mettre les entraînements, mettre les jeux qui s'adaptent à son équipe et qui fait que cette coordination entre les joueurs, ces automatismes, ça arrive plus vite. Ok, ouais, très intéressant. En tout cas, voilà, donc Kingerson qui continue sa belle série. Est-ce qu'ils vont pouvoir créer l'exploit et aller arracher une des deux dernières places restantes? C'est ce qu'on verra. Du côté des Rouville, c'est pas encore fini, ça va être compliqué, mais on connaît les Normands, ils vont rien lâcher. Il reste 3 matchs, 9 points à aller chercher. La suite donc de cette 19e journée avec ce match qui était important aussi évidemment. Alors, pas spécialement pour le Sporting parce qu'on jouait quasiment plus rien, même si on sait que les hommes de Rodolphe Lopez vont jouer tous les matchs à fond. Mais surtout, du côté de Nantes, il y avait encore un espoir. Il n'est pas terminé, mais pour Nantes, c'est quand même un petit coup d'arrêt. Eux qui menaient à un moment 4-2. Voilà, on le sait, hein, Marcello, toi qui connais le futsal, la D1 depuis pas mal d'années aussi, c'est une phrase qu'on dit souvent. Chaque match est de plus en plus difficile et cette année, on en a la preuve avec ce qui se passe notamment au classement. Oui, je pense que là, les championnats de bien, c'est que chaque fois, le niveau il est plus haut et plus équilibré. Donc, on peut voir les Sporting, peut-être il n'y avait rien, pas beaucoup à jouer ces matchs-là. Et il y a mis Nantes qui joue pour les playoffs, en difficulté. Et, son jeu de power play à la fin a payé la pari des coachs et ils ont réussi à fait un match nul avec Nantes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux encore. Il y a 3 matchs à jouer et Nantes a beaucoup de choses à dire encore de championnat. C'est notre prochain rival. Donc, c'est c'est chose qui arrive. Je pense que c'était un match. Je regardais les matchs, c'était bien. Après, c'est décoté pour un 4-4 qui, à la fin, c'est ça qui nous a mis au playoff. Ouais, c'est vrai, exactement. C'est grâce à ce match nul que le Paris Casa a officiellement validé sa place. Voilà, on voit, hein, il y a eu notamment un superbe but de Bendali, un doublé de Jean Trujillo, Renatinho pour le 4-2, Alan Rojas, le Paraguayen, qui d'une superbe frappe, marque le troisième but. Et puis Jefferson, voilà, une des très belles recrues, hein, un joueur certainement que tu connais, Marcello, un joueur d'expérience qui a été décisif et qui a marqué le dernier but. Ils n'ont rien lâché, le Sporting, on le voit à 2 minutes de la fin. Et donc ce but qui vous offre la place en playoff, c'est sympa ça, c'est un petit clin d'œil quand même qui doit vous faire plaisir. Oui, Jefferson, c'est un bon joueur et il maîtrise bien les ballons, il a un bon gauche, un bon passe et il a bien rentré à l'équipe du Sporting. J'aime bien aussi son pivot, les Paraguay aussi. Je pense que c'est un joueur qui est intéressant, il garde bien la balle et il est intelligent et il marque des buts. Donc, c'est 2 recrues qu'a fait le Sporting qui vraiment sont intéressants. Est-ce que tu as serré le point, Marcello, sur le but de Jefferson ou pas? Tu peux nous le dire, hein. Non, j'essaie de regarder, et même mais bon, c'est après les matchs finis 4-4, ça nous garantit le playoff. Bien sûr que ça nous a mis heureux. Ok, voilà, en tout cas, rien n'est terminé pour Nantes, on le verra au classement pour le Sporting. Voilà, on va essayer de finir bien la saison et de se préparer pour la saison prochaine. On se doute, hein, que si le Sporting arrive à garder justement tous ces joueurs, là, Jefferson, Amaria et tous les autres, il faudra compter sur eux la saison prochaine. Voilà, donc match nul, ça a été un très beau match entre le Sporting et Nantes, qui n'arrange pas les affaires des éléphants nantais. On passe à la suite, c'était un autre match qui était intéressant aussi pour les playoffs avec Béthune qui affrontait le Toulon Elite Futsal. Béthune qui pour l'instant se sauve, mais on le sait, ça va être très compliqué aussi. Ça va être une grosse bataille jusqu'au bout. Et le Toulon Elite Futsal qui finalement a été mené et a réussi à l'emporter. Marcello aussi, pareil, un petit mot sur cette équipe du Toulon Elite Futsal avec un nouveau coach, Sergei Padalinski, qui a joué notamment à Toulon, qui apporte voilà, sa patte et cette équipe qui... voilà, pour l'instant, se débrouille plutôt bien. Oui, c'est une équipe, bon, comme je dis, à la base de l'équipe, il y a beaucoup des années qui jouent ensemble déjà, qui se connaissent. Et je pense que les coachs apporté sa touche. Et c'est une équipe peut-être cette saison, défensivement, elle est plus en place. Et après, les individualités, la qualité qu'ils ont, même son jeu avec les 2 pivots qu'ils ont, qui sont des bons pivots, ça apporte, ça se fait un équipe difficile à battre. Et je pense qu'ils ont, avec Bethune, chez eux,
c'est dur, toujours, et qui joue pour la maintien encore. Et je pense ils ont réussi les 3 points, que c'est important pour sa classification pour les playoffs. Ouais, on voit le but de Raúl Villaverde, Nandinho passeur décisif, Nandinho qui fêtait son 250e match avec Béthune. Félicitations à lui, Nandinho qu'on avait reçu. On le salue, évidemment ça va être dur, ça va être une belle bataille en bas, on le disait. Et voilà, Toulon fait donc une bonne opération malgré tout. Excusez-moi, avec voilà, encore un but de Poupa, 2 passes décisives et Rodrigo Viana qui a été décisif aussi. Voilà, victoire du Toulon Elite Futsal. On va le voir aussi au classement, ça va être très serré et ça va se jouer jusqu'au bout. Le dernier match de cette soirée, c'était un match des extrêmes entre l'UJS Toulouse et l'AC Ajaccio. Est-ce qu'on peut parler de surprise? Je ne sais pas, mais en tout cas, les Corses sont allés s'imposer du côté de l'UJS Toulouse. Ça a été une très belle prestation. Marcello, est-ce que tu as été un petit peu surpris de ce score et de cette défaite? On sait que l'UJS Toulouse, sur cette fin de saison, a un petit peu plus de difficultés. Non, surpris un petit peu, peut-être. C'est joué à Toulouse. Ils sont bien chez eux. Chez Toulouse, c'est une équipe qui, cette année, est bien. Mais je pense qu'Ajaccio, c'est son dernier match. Bon, c'est sa dernière chance. Je pense qu'ils ont rentré bien dans les choses claires avec son jeu en défense à base pour sortir en contre-attaque, trouver des occasions. Ils ont des joueurs de qualité. Je pense ils ont trouvé les buts qu'ils cherchaient à 1-0, ils sont fermés bien. Et après, ils ont profité des récupérations de balles. Et je pense que la force du OGS aussi, c'est sa défense et ses transitions. Et ça lui a coûté un petit plus peut-être. Il doit chercher les jeux que l'équipe qui défend des bas et ça lui a fait donner des avantages, de l'anxiété peut-être pour marquer des buts. Et Ajaccio a profité de ces occasions et se mettre dans la bagarre pour les maintenir. Ça va être jusqu'à la dernière journée pour ça paraît. Exactement, on voit les buts de Paolini, de Kelson, Amuja Sukuna aussi. On rappelle que du côté du GS Toulouse, il y a un match très important ce week-end, la demi-finale de Coupe nationale à domicile face au Kremlin Bicêtre. On rappelle qu'en cas de victoire, les Toulousains pourraient jouer cette finale de nouveau à domicile. Est-ce que c'était dans un petit coin de leur tête? On ne sait pas, mais en tout cas, l'AC Ajaccio a fait un très gros match. Et garde espoir, en tout cas, pour le maintien. Voilà un petit peu pour ce débrief, cette journée qui nous a vendu encore de très beaux matchs, de belles surprises, des confirmations. On va maintenant passer à la suite de cette émission avec les temps forts. Les temps forts, Marcello, on va partir 1 ou 2 minutes avec le top 5 des buts. On va profiter de ça en plein écran et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. On va voir un petit peu la capacité de réaction de cette équipe nantaise. On a parfois ciblé son manque de caractère dans les grands matchs. On se souvient justement des playoffs de la saison dernière. Face à cette équipe, oh, Steve Bendali, tout de suite, Steve Bendali, le pied droit qui vient tromper Lion des Freitas, c'est une lucarne de nouveau, et on va revoir, regardez, hop là, et derrière la frappe, Lion des Freitas ne peut rien faire, 21e but. Et pour l'instant, eh bien, des 3 équipes qui sont revenues en dernier futsal, le Gol FC est l'équipe qui s'en sort le mieux, puisque Héronville, Ajaccio et Gaulle sont les 3 équipes à être revenues. Attention, Wilmar Ramirez! Oh oui, Wilmar Ramirez, il va inscrire le doublé sur cette touche. Regardez, ça a été joué par Sofiane Ahmedkani qui délivre la passe décisive pour Wilmar Ramirez. L'entrée d'Ibrahim Abdou, le numéro 14 de Paris Casa aussi. Oh, quel ballon! Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là, ce contrôle semelle pour se retourner Ismaël Diarra. Et ça fait 3-0 pour Paris Casa. Ils sont intouchables aujourd'hui, les joueurs de Marcelo Serpa. Oh, ce contrôle d'Ismaël Diarra qui met dans le vent. Bon ballon là pour Abdelilala qui va réduire la marque. Et quelle frappe du numéro 6 normand. Pour la réaction normande, le beau contrôle de la poitrine derrière la frappe. On aura peut-être l'occasion de la revoir de nouveau, mais là ça va très vite évidemment. On le sait, attention, oh, la tentative, oh, le but d'Alan Roras au meilleur des moments. Le doublé pour le Paraguayen et le petit bisou à la famille.
va revoir ce qui s'est passé là. Longue frappe. Ah, elle a été touchée par personne. Hein. Il est surpris, Lococa. Voilà pour le top 5 de ces buts, pareil, que vous pourrez retrouver sur l'application Futsal Zone. Marcello, généralement, je demande quel est ton préféré. Bon, là, peut-être la réponse, elle est un peu plus simple, non? Oui, je pense que cette fois, le but d'Isma Diarra, c'était important et c'était beau. Je pense que les gestes techniques, il est beau et ça montre sa qualité. Je pense que c'est un joueur qui maintenant est en forme et je pense qu'il monte en puissance. C'est des meilleurs joueurs du championnat aujourd'hui. Ouais, en tout cas, on a vu là, même la préparation de Soumaïla Diallo aussi. Voilà, superbe but et en effet important. C'est ça aussi ce qui est justement important dans ce but. On passe au MVP de la semaine. Et encore une fois, c'est un gardien. Alors encore une fois, c'est que la deuxième fois de la saison, on avait déjà eu Francis Lococa. David Mandvouididio qui a fait à peu près une vingtaine d'arrêts. Vraiment impressionnant. Il n'a rien laissé passer et voilà, c'est aussi grâce à ça que l'Ajaccio a su garder sa cage inviolée. Voilà, on voit un petit peu tous les arrêts. Vous aussi, Marcello, vous avez fait un clean sheet. C'est vrai que c'est assez rare. Tu parlais de la gestion des gardiens. C'est bien aussi quand on a un gardien en confiance, j'imagine, ça booste un petit peu l'équipe entière. Oui, je pense que oui, ça, c'est un travail des deux gardiens avec Louis, qui c'est le préparateur des gardiens qui travaille toute la semaine avec eux pour les mettre en forme. Et comme un grand joueur, c'est important pour l'équipe qu'on marque beaucoup de buts. Pour les gardiens, c'est vraiment, quand il prépare des buts, c'est clean sheet, c'est la réalisation de lui. Il a fait un match, les deux font des bons matchs et des prestations et ça, c'est un premium pour son travail. Et bah voilà, Luis Pinheiro, l'entraîneur des gardiens. Et donc David Mandvouididio, voilà, récompensé. Il a été monstrueux tout du long. Ils se sont tous cassés les dents. Oui, Oliveira, Simon Luc et tous les autres. Et donc Mandvouididio qui est le MVP de cette journée. On passe au 5 de la semaine que vous pourrez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux avec évidemment donc David Mandvouididio, Marwan Abarki, Wilmar Ramirez, Jefferson Gomez et voilà, les commentateurs de Futsal Zone ont décidé de mettre en avant Soumaïla Soumaré pour son match. Et c'est vrai que j'étais au match et parfois quand on regarde à la télé, et ben évidemment on va voir les joueurs qui vont marquer des buts ou faire des passes, mais quand on est en vrai, on voit vraiment la différence. Et c'est vrai que Soumaïla Soumaré, tu parlais d'Ismaël Diarra, la jeunesse parisienne, il a été très bon aussi comme toute l'équipe. Un petit mot sur Soumaïla Soumaré? Oui, je pense que c'est un jeune joueur aussi que ça fait des années qu'il a une très bonne performance et il a été blessé l'année dernière de genou, il s'est récupéré. Et je pense que c'est un joueur cadre de l'équipe, il est très important pour nous et nous donne ce côté défensif. C'est un joueur qui a pris un rôle que parfois c'est pas évident. Comme vous dites, j'ai joué pas devant les caméras qui apparaissent pour les buts, mais fait un travail défensif et donne une constance à l'équipe, que c'est important aussi. C'est des joueurs d'équipe que, pour moi, c'est des joueurs plus importants de notre équipe. Et ben voilà donc pour ce 5 avec Jefferson donc, qui a mis 2 buts, 2 passes décisives, Marwan Abarki un triplé, Wilmar Ramirez également. Voilà, on aurait pu citer Rodrigo Viana ou Poupa, mais il fallait faire des choix. Voilà donc pour le 5 de la semaine. On va passer Marcello à l'interview si tu le veux et c'est tout de suite dans l'émission 100% Futsal. Mon cher Marcello, alors on te connaît évidemment depuis de très longues années. Tu as aussi ce parcours qui n'est pas atypique au final, mais pour les entraîneurs d'avoir joué à haut niveau. Première question, voilà, on va évidemment défiler un petit peu en images tout ce qui s'est passé. Tu as un profil un petit peu, voilà, j'ai envie de dire brésilien, formé au Brésil tout de suite. Tu nais un petit peu dans le football, le futsal, comment ça se passe? Ça, c'est une vieille photo, il me semble, c'est à Flamengo, si je dis pas de bêtises. Raconte-nous les débuts un petit peu, comment le jeune Marcello Serpa découvre ce sport. Oui, ça c'est Flamengo, oui. Je jouais toujours mieux au foot, foot en salle, futsal, foot à 7, je joue beaucoup au Brésil, plus de foot à 7, foot à 8. Quand tu es jeune. Après, pour entrer à la compétition, au foot à 11, c'était un peu plus compliqué avec les études. Donc, avec 10, 11 ans, j'ai envie de compétir. Mes parents, mes pères m'ont arrivé au futsal.
je faisais la preuve, j'ai rentré à l'équipe avec 11 ans ou 11. J'ai fait toutes les catégories 11, 13 ou 15 ou 18. Je crois senior au Flamengo. J'étais 11 ans là-bas. Je l'ai formé, j'ai des bons coachs. En futsal, au Brésil, c'est un sport majeur. C'est à la compétitivité depuis que j'étais trop petit. Donc, ça m'a donné la possibilité de. J'étais sélectionné pour jouer un championnat brésilien avec les sélections de Rio. Et après, j'étais repéré pour partir en Espagne pour jouer au futsal professionnel en Espagne. Ouais, alors justement, voilà, tu as été repéré, donc c'est ça les débuts un petit peu. On va voir, voilà, il y a plusieurs images, notamment une longue carrière hein, en Liga, à Segovia, à Antena Boomerang. Voilà, on voit cette belle photo là, elle est très sympa. Comment on passe du Brésil à la Liga? Est-ce que déjà à l'époque, on parle des années voilà, 98-2000, est-ce qu'on est déjà sur le championnat espagnol comme il est maintenant, très professionnel? Voilà, raconte-nous un petit peu à l'époque comment c'est. C'était avant ça encore, c'était 94 que j'ai arrivé. Ok. Donc, il était un championnat déjà organisé. Il y avait une ligue qui organisait les championnats. C'était au début, on avait deux groupes de 12 équipes. Ça me rappelle un peu la France, ça fait pas beaucoup de temps. Ouais. Il y avait des publics, mais c'était pas comme aujourd'hui qu'on voit les gymnases pleins de gens. Il y avait toutes les équipes pratiquement des anciens professionnels, des joueurs qui jouent juste le futsal. À l'époque, c'était un peu comme ici. On a une transition. Normalement, les étrangers qui venaient de l'extérieur, on était professionnels, mais les joueurs locaux, ils avaient son travail, le ceci, on entraînait pour les soirs, il y avait les matchs de samedi. Petit à petit, ça a grandi et les meilleurs joueurs sont venus. Il y a un moment qu'on avait en Espagne les meilleurs joueurs du monde tous les temps et ça a fait grandir les sports. Et le futsal en Espagne, c'est vrai que c'est bien suivi et c'est un sport majeur. Ouais, tu t'es imposé dans ce championnat espagnol, tu as été multiple vainqueur, on voit notamment là une Coupe d'Espagne, si je dis pas de bêtises, tu as 5 Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 championnats d'Espagne. Voilà, j'imagine que ça doit être pour toi, tu viens du Brésil, tu arrives en Espagne et bah, tu es performant, tu gagnes des trophées, la vie est belle j'ai envie de dire. Oui, la vie est belle quand on veut comme ça, mais il y a des chemins difficiles aussi. C'est partir de la famille avec 22 ans, arriver dans un pays que l'idiome, c'est pas difficile, c'est espagnol, portugais, mais c'est pas les miens. S'adapter à un nouvel pays, à une nouvelle culture, et c'est enrichissant aussi. Donc, et après, je construis mon chemin petit à petit. Les titres vont venir plus tard, comme tu as dit bien. J'ai gagné la Coupe d'Europe aussi, la Coupe d'Europe. Donc, Ouais. les résultats, ils ont suivi. J'ai l'opportunité de vivre de l'esport. Parfois, c'est une responsabilité, parfois, ça te fait heureux aussi. Ok, très bien. Alors, petit souci de caméra, hein, ça va revenir. En tout cas, on t'entend et on te voit, c'est le principal. Est-ce que justement, t'as des regrets quand tu fais un petit flashback sur ta carrière ou t'estimes que t'as été là où tu devais aller ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui t'a manqué, voilà, si tu fais un bilan? C'est difficile de dire. Toujours, il y a des regrets, mais il y a des choix. On va dire, peut-être les regrets que tu as d'une chose, si tu fais différent, peut-être tu as levé un autre chemin que c'est pas. Il y a quitté une autre chose heureuse que tu as passé dans la vie. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de regrets. Je pense que j'ai fait des choix, j'essaye de faire mon meilleur et je suis content de la carrière que j'ai faite et que j'ai montée, de la famille que j'ai. Donc, je n'ai pas beaucoup de regrets là, dans ces cas-là. Ok, très bien. On va revoir voilà, une dernière photo, justement, un autre trophée. À quel joueur tu ressemblais, Marcelo Serpa? Est-ce que si on prenait un joueur peut-être de la D1 et un joueur du Paris à Casa, à qui tu te comparerais un petit peu dans le style de jeu? Le style de jeu, j'étais un pivot plutôt au début. J'étais un pivot. Au Brésil, c'est pivot fixe. Et quand j'arrivais en Espagne, j'ai commencé comme pivot et à la fin, j'ai sorti beaucoup à lire aussi. Et je finis ma carrière en joueur en défenseur. Donc, j'ai un peu tout.
sais pas, un joueur aujourd'hui qu'on pourrait comparer à celui de dernière qu'il y a. Les pivots qu'on a, peut-être comme le style de Ramirez, même le Paraguay des Sporting, c'était un peu mon style. Après, à la fin de la carrière, j'étais plus mobile. Un peu, peut-être Fabricio comme voilà. Ouais. Un peu allié, jouer pour des défenseurs, garder la balle, c'est un peu comme ça. Ok, très bien. Bah voilà, donc grosse carrière de joueur et puis bah voilà, une très longue carrière. Et les débuts en France, hein, arrête-moi si je me trompe, mais c'est du côté du Paris Métropole. Voilà, comment, alors là on voit une finale de championnat face au Sporting, comment on arrive de joueur Espagne alors à l'époque en plus c'est assez surprenant, tu es entraîneur et joueur en même temps, raconte-nous un petit peu. C'est ça, moi quand je décide de venir à Paris, c'est le moment de la crise économique en Espagne. Il y a beaucoup des équipes qui ont fermé ou qui n'avaient pas plus de moyennes. J'ai été en fin de carrière, j'avais 37 ans. Donc, j'étais en train de réfléchir, je veux partir, si je vais partir au Brésil, tal. Il m'a sorti la possibilité de venir à Paris. J'avais fini mon cours d'entraîneur, mon UFA d'entraîneur de futsal, les trois en Espagne. Donc, je cherchais déjà des coachs adjoints ou une équipe pour entraîner. J'ai entraîné un petit peu à niveau universitaire ou scolaire. Donc, il y avait l'opportunité de jouer entraîneur à Paris Métropole. C'est ça que, avec Jean-Pierre Sabeni, qui avait l'équipe, Modo Tabas, ils avaient un projet, ils m'ont présenté et j'ai dit, bon, j'ai accepté, c'est pour ça que je suis venu. Ouais, on va voir une autre photo justement avec ce rôle entraîneur-joueur. Comment ça se passe d'être entraîneur-joueur? Deux petites questions, voilà. Comment ça se passait avec les coéquipiers? Des fois, j'imagine que ça devait être pas facile à gérer. Et deuxième petite question, est-ce que ça serait encore possible là, en D1 de voir un entraîneur-joueur? C'est plus compliqué aujourd'hui. Je pense que euh, c'est pas un rôle facile parce que la fois que tu as que faire attention à ton jeu, parce que tu es en train de jouer, tu as que faire attention au jeu de tout le monde, au jeu de l'équipe et à la fatigue. Donc, tu dois être lucide, tu dois contrôler bien les jeux, tu dois contrôler bien les situations, être très lucide pour faire les choix. Donc, c'est pas évident. Je pense que tu peux le faire si tu as beaucoup de confiance dans les joueurs qui sont à ton côté, que c'est le cas. Et les joueurs que j'avais, ils avaient confiance en moi et ils avaient confiance en mon travail. Donc, ça aidait beaucoup. Donc, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu dois faire beaucoup d'attention à les choix que tu fais parce que même les choix dans le jeu, comme les choix des changements, et ça, quand tu es en train de jouer, c'est pas évident. Ah, je préfère pas imaginer déjà la charge mentale d'un entraîneur. Si en plus tu rajoutes ça en tant que joueur, tu devais être fatigué après. Oui, par un côté, oui, mais après, c'est vrai que quand tu es en train de jouer, ça te charge émotionnellement, ça aide. Parfois, tu es dehors d'entraîneur, la charge émotionnelle, c'est plus grand quand tu es dans le terrain et ça, que tu es en train de jouer, tu as plus de maîtrise de jeu quand tu es dedans du terrain que quand tu es dehors. Donc, ça Ouais. aide aussi quand tu es dedans, tu peux, comme entraîneur, contrôler un peu les situations et même être. Il y a beaucoup de joueurs qui sont entraînés. Moi, j'étais fin de carrière déjà comme un peu entraîné dans le terrain. Je parlais beaucoup, j'ai placé Bien beaucoup les sûr. jeunes, j'ai aidé tout le monde. Donc ça, naturellement, ça aide quand tu es dans le terrain pour placer les gens, pour les expliquer. Et peut-être c'est plus crédible aussi. Au moins, tu peux c'est un contre. Et à faveur aussi, c'est plus crédible quand tu es dans le terrain. Tu es en train de faire les choses bien, les autres te voient et que tu lui demandes des choses que tu fais. Donc ça donne toute de crédibilité à tes demandes. Intéressant. Bon, on a vu, voilà, on voit Asdin Aïgoun, Adrien Gasmi, Vita notamment, des joueurs qui évoluent encore, hein. Deux défaites du coup, Coupe Championnat. Ça a été, j'imagine, voilà, quand même malgré tout une belle expérience. Et derrière, il y a ce changement de vie, j'ai envie de dire, ce changement de cap. Tu pars en Malaisie. Raconte-nous ça. Ça aussi, j'imagine, une expérience sportive, mais au-delà de ça, une expérience de vie qui doit être énorme à vivre. Oui, c'était un choix qu'on a fait, sortir la possibilité de travailler en Malaisie comme directeur technique et sélectionnateur des masculins et féminins. Donc, on n'a pas, avec la famille, on a décidé que c'était une bonne opportunité. On a parti là, on était presque 5 ans.
Et c'est vrai que c'est une expérience de vie à niveau sportif, même pour moi professionnel, parce que travailler dans la fédération, c'est juste pas travailler dans les clubs. Tu comprends, tu as beaucoup de contacts, tu apprends l'intérieur d'une autre facette de football, de futsal, parce que j'avais beaucoup de contacts avec le football aussi, avec FIFA, la FC, des réunions, donc ça me fait grandir comme professionnellement aussi. Et après, l'expérience de vivre un pays différent, une culture différente, c'était enrichissant pour moi et pour ma famille aussi. Ma fille, elle aime la Malaisie, peut-être ses meilleures parts de sa vie, c'était là avec ses copines. Elle était 14-15 ans, c'est vraiment un pays qu'on aime bien. Ouais, quel bilan fais-tu? Je sais que tu as fait un énorme travail, il y a eu des très bons résultats. Tu as été un petit peu à la base aussi du futsal féminin là-bas, une belle performance aussi pour l'équipe nationale. Le bilan, j'imagine, il est positif. Tu suis encore un petit peu où ils en sont un petit peu la Malaisie au niveau du futsal, parce que c'est vrai qu'on comme ça, d'un premier abord, on n'a pas l'impression que c'est une nation de futsal, mais j'ai l'impression que quand même, voilà, il y a du niveau là-bas. Oui, quand j'ai arrivé, l'équipe était un peu derrière l'Indonésie, la Thaïlande. La Thaïlande, c'est la meilleure équipe de la zone, de sud-ouest de l'Asie. Et après, il y avait le Vietnam et l'Indonésie, et l'Australie. Et je pense qu'on a réussi à bien travailler et monter l'équipe et c'est compétitif avec tout le monde. On a qualifié 2 fois pour la Coupe d'Asie. On était, je pense il y a des joueurs qui je formais, des entraîneurs qui étaient avec moi, qui sont encore là-bas. J'ai beaucoup de contacts, je suis la ligue. J'étais là-bas, ça fait 2 ans. J'ai fait 2 mois avec une équipe pour jouer à la Coupe de Malaisie, les vacances d'ici. On a gagné la Coupe de Malaisie contre Selangor, c'est une des équipes. Et j'ai des contacts avec les gens, j'aime bien la Malaisie. Et j'ai beaucoup de retours positifs des gens. Et je pense que là, ils sont en train ils ont recommencé en ligue professionnelle. Okay. Là, ça fait 2 ans, 3 ans. Et ça commence à monter petit à petit. Et la sélection, qui était un peu après le Covid, ils n'avaient pas beaucoup travailler avec la sélection. Ils ont pris un nouveau coach et tal. Ils travaillent bien et je pense qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Asie cette année, mais ils ont un bon résultat. Ils ont fait perdu d'un but avec ils ont fait match avec l'Afghanistan maintenant, perdu un but avec la Thaïlande. Je pense que ça commence à remonter. Très bien. Et une question, Marcello, quand on voit un peu ces images, toi, tu es un homme de terrain, voilà, du côté de Paris à Casa, tu as un œil un petit peu sur tout ce qui se passe. Est-ce qu'un jour, reprendre une sélection nationale, c'est quelque chose qui te plairait ou est-ce que vraiment, toi, tu te vois plus comme quelqu'un dans un club avec un championnat, avec des entraînements tous les jours? Non, ça m'a plu beaucoup la situation. C'est un changement parce que c'est pas un travail toute la semaine, de jour à jour. C'est un travail que ça dépend de qui te donne la fédération aussi. Mais je pense que c'est une expérience intéressante et dans le futur, j'aimerais bien vivre cette expérience encore parce que je pense que j'aimerais bien arriver un jour à jouer en Coupe du Monde ou participer des championnats d'Europe. Ça, c'est des choses que j'aimerais bien et pourquoi pas. C'est une chose c'est pas un objectif principal, mais oui, dans un coin de la tête, elle est là. Ouais, bah, pourquoi pas, t'es encore jeune, Marcello, t'as le temps, on te le souhaite en tout cas. Bah, voilà, cette expérience en Malaisie. Rapidement, voilà, avant d'arriver à Paris à Casa, il y a une petite pige, notamment du côté d'Access, où on voit bah, voilà, vainqueur de la coupe avec Abdesamad Mohamed, Yacine Mohamed, plein d'autres joueurs. Une bonne expérience aussi, un trophée remporté, on voit Moussa Diagouraga aussi. Voilà, retour en France. Pas trop difficile, après 5 ans en Malaisie, de revenir en France? Non, je pense que quand je partis de France, on avait l'idée, même la famille, on parlait, on a des choses à vivre ici encore. Il y a des choses à apporter encore. Je pense que c'est un pays qui aimait bien accueillir, j'aimais bien. Et pour circonstances, on a la possibilité de partir dehors, mais c'était un des pays qu'on avait l'envie de revenir. Donc,
il y avait la possibilité de revenir à Access. J'ai venu à moitié de saison. On a été champion de la Coupe de France, comme je dis. Il y a Moussa Diagoraga qui est maintenu avec moi, avec des bons joueurs, Otmani, il y avait Abdesamad Mohamed, il y avait Pézeron. Donc, je vais oublier beaucoup, mais donc après, on a monté à 1D1. L'année d'après, on a gagné la R1, on a gagné la D2. Et après, c'était un an et demi intense et un bel moment. Un bon moment et tu as suivi, j'imagine, voilà, la suite d'Access. Tu as joué aussi contre cette équipe. Qu'est-ce que ça te faisait un petit peu de nostalgie, un peu de fierté d'avoir été aussi au début de ce projet, notamment quand ils ont participé au Final Four avec la fin un petit peu triste. Ouais, c'est quoi le petit mot que tu as sur cette période et sur ce qu'est devenu le club d'Access? Non, j'essaie de garder toujours les bonnes choses des expériences que j'ai. On apprend avec les zéros et on garde les bonnes choses. Je pense que c'était un période heureux. Aucun regret. Je l'ai toujours supporté. J'espère qu'ils vont aller loin. J'aime bien les jouer. J'ai une bonne relation avec tous et je serai toujours les meilleurs. Et j'étais content quand ils passé les étapes et arrivé à la Coupe Europe. Ça te fait, c'est partie un petit peu de ton travail aussi dans la continuité d'un club. C'est ça que quand tu passes, on change de club, mais l'important qu'on laisse un petit peu notre travail aussi, qui aide les clubs à grandir. C'est ça que, dans une fédération, quand c'était à Malaisie aussi. Quand tu as cette réponse des gens et même cette impression de que tu as laissé des choses qui a aidé les clubs et la fédération à grandir, ça te met heureux. Ouais, génial. Voilà, donc cette période Access très rapidement. Il y a une année aussi à Toulouse où tu es élu d'ailleurs meilleur entraîneur de la D2. On te voit justement là avec tes anciens joueurs. Tu parlais de Pézeron, d'Azine Aïgou, d'Adrien Gasmi notamment. Une belle expérience aussi en un mot. Voilà, tu as voyagé quand même. Tu as connu pas mal de clubs, pas mal d'expériences aussi en France. Raconte-nous voilà, cette petite escapade dans la ville rose. Oui, c'était deux saisons que je passais là-bas. C'était quand je suis parti, c'était le moment que Bruguière avait descendu Ouais. à deuxième division. Donc, ils avaient un projet de remonter. Ils ont parié pour moi pour les aider à restructurer l'équipe et remonter en D1 le plus vite possible. Et on a réussi à être champion de l'équipe du groupe des Sud de la D2 et monter la première année. Et la deuxième année, on a fait une bonne saison. Je pense que ça a arrêté pour le Covid. Je pense qu'on était quatrième ou cinquième à ce moment-là, huitième de finale de la Coupe. Je pense que c'était un an et demi qui est intéressant, j'ai de bons souvenirs et des gens de là-bas. J'étais bien accueilli, bien traité. Bertrand, avec JC Martinez, la famille Martinez surtout, qui m'ont reçu. Donc, les joueurs que j'avais, comme était Magid, qui joue maintenant à Ajaccio, Zé Carlos, il y a beaucoup, Willy Oliveira, Mathieu Falcon, Théo Renault, c'est des joueurs que j'étais là-bas. Et Simon Luc, ainsi que moi. Donc, c'est des joueurs que je les suis aussi, que j'ai la chance d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. Donc, je les suis et je suis heureux qu'ils continuent à progresser dans le sport. Et justement, voilà, on est à ce moment-là, on se dit que tout va bien du côté de Toulouse, il y a un projet, et puis il y a finalement le Paris Acaza qui arrive et qui du coup te propose de rejoindre le club. On va voir là cette petite photo d'intronisation, une belle photo. Je sais pas si tu t'en souviens de celle-là, mais je l'ai trouvé plutôt pas mal quand même. C'est sympa ça. Qu'est-ce qui a fait que voilà, tu te sens bien à Toulouse et là, nouveau projet au Paris Acaza en 2020, tu rejoins le club. À ce moment-là, voilà, quel est ton état d'esprit? Quel rôle on te propose aussi? Et qu'est-ce qui fait que tu reviens dans la plus belle ville du monde, on peut le dire? Oui, oui, c'est un peu ça. J'ai été à Toulouse. Après, avec le Covid, les championnats s'est arrêté. Quand je suis parti à Toulouse, je suis parti sans ma famille. Ma femme et ma fille ils ont resté à Paris pour les études de ma fille. Ma femme est travaillée, donc je suis parti toute seule. Et avec le Covid, je rentré à la maison et pour moi, c'était positif le Covid pour ce côté-là parce que ça me fait des temps en famille qu'Anna et Bruna que je n'avais pas eu les dernières années et demie que j'étais à Toulouse. Peut-être que je venais suivant.
Et Akaza m'a proposé un projet. J'ai discuté avec Kamel, avec Jamel, et ils ont un projet intéressant. J'ai fait confiance au coach. On voit les coachs qu'il y a. Richie, avant moi, il était 4-5 ans, mais avant lui, c'était Jamel qui était 14 ans dans le club. Là, c'est une quatrième année. Donc, il donne du temps de travail. Il parie pour les jeunes. Il sait qu'en nord de Paris, il y a beaucoup de bons joueurs. Donc, ils ont la mentalité de donner des chances aux jeunes, de former les joueurs, de chercher les joueurs parisiens à côté qui sont forts et les former. Donc, ça va un peu avec mon idée et avec des joueurs étrangers pour les mettre dans sa dynamique. Donc, le projet m'a convaincu. J'ai décidé de revenir à Paris et je suis content là-bas. Ouais, justement, alors, bon, ma question d'après, c'était justement, ça fait déjà 4 saisons, qu'est-ce qui te plaît autant? Mais t'en as déjà un petit peu répondu, mais c'est vrai que moi, je me faisais cette réflexion. J'imagine que pour toi, qui est là depuis 4 ans, qui voit ces jeunes grandir, entre guillemets, ça doit être une fierté, parce que cette équipe du Paris Akaza aussi, elle mise sur ces jeunes du 19e arrondissement, des arrondissements à côté, et le travail est fait, est plutôt bien fait, et c'est validé cette année avec une qualification au play-off. Donc j'imagine que tu dois être heureux et que tout le travail fait depuis des années paye, même s'il y avait eu aussi des belles saisons avec Paris Akaza avant ça. Oui, je pense, oui, je pense que c'est un pari qui a fait les clubs, ça fait longtemps pour ça et ils ont cherché aussi, je pense que dans les recrutements, même des coachs d'ici, ils sont dans cette idée de formation. Et je pense que c'est un club qui travaille bien sur cet aspect et on essaie d'avoir une équipe qui a maintenant R1, une équipe R3, une équipe U18 et à l'académie on a maintenant je pense 180 gamins, donc il y a des licenciés, c'est des petites choses qu'on ne voit pas dans l'ADN de CIM, qui à la fin, te fait arriver qu'on a continué dans le club. Il y a des jeux qui partent, il y a des jeux qui si, on essaie toujours de monter des joueurs, de donner des opportunités. Si on cherche un joueur extérieur, l'idée c'est que c'est un joueur qui peut apporter quelque chose que les joueurs qui ont là, ils ne peuvent pas. Pour chercher un joueur juste pour mettre un joueur en plus dans l'équipe au même niveau qu'on a, on préfère parier pour. Les clubs préfèrent parier pour un jeune qui vient de l'équipe 2 ou des U18 parce qui peut démontrer ça et avoir cette opportunité à un maximum niveau. Et c'est quoi justement la particularité de ces joueurs-là que voilà, t'en parlais tout à l'heure, Soumaïla Soumaré, Ismaël Diarra, mais il y en a plein d'autres aussi qui sont là depuis des années, les jeunes comme Abdoul Ndiaye, comme Axel Curtis. À force, tu sais comment leur parler, tu sais comment prendre le maximum, comment ça se passe au quotidien, comment tu les accompagnes au quotidien? Je pense que c'est une relation de tout le monde. Je pense que les vétérans qui sont là aussi, comme Mohamed Ben Fala, Samba Sissoko, Soumala Diallo, Sami Abdou, et Moussa qui vient d'arriver, mais c'est un joueur plus expérimenté déjà. Avec les jeunes qui ont déjà un petit d'expérience, comme Ismaïla Diarra, Soumaré, c'était Mamadou avant, Abdou qui sont des année en D1. Et ça aide. Ils accueillent bien. Je pense qu'une bonne convivence, les clubs ont parié beaucoup pour ça, pour les bienveillances des joueurs. Pour moi, c'est vraiment important, les caractères des joueurs. Quand on écoute les joueurs, on pense sur les joueurs. Une chose importante qu'il y a, c'est comment il va s'adapter au groupe, qu'est-ce qu'il va apporter au groupe, non seulement sportivement, mais dans la relation humaine. Je pense que ça c'est une chose importante pour nous qui fait que les gens qui viennent à Casa se sentent accueillis, qui sont confortables pour jouer et ils vont être bien reçus. Donc ça, c'est important. Et la personne qui vient, il doit être dans ses caractères, apporter non seulement la partie sportive, mais aussi être dans la dynamique de groupe. Ça se fait. Donc les joueurs qui sont de l'équipe 2 et qui ont essayé de faire la même type de dynamique pour l'équipe 2, quand ils montrent, et que le plus important, c'est les collectifs, que l'individualité, ils vont s'exploiter. Ça va venir dans les collectifs, l'individualité est là pour aider les collectifs. Et le travail, c'est tout faire sur ça, les entraînements. C'est mon manière de travailler, c'est ça. C'est mettre les joueurs en interaction, donner des entraînements, des formes de travailler qui peuvent se connaître. Si à la fin, ils vont jouer. Il y a des concepts, il y a des idées, des jeux.
mais le plus important, qu'ils comprennent les jeux et s'ils comprennent entre eux. Pour qu'après, ils se comprennent de la compétition. C'est un peu ça la philosophie. Une dernière petite question, parce que je veux pas trop traîner sur le timing. Est-ce qu'on peut mettre l'autre, Marie, sur la partie voilà, formation? T'en parlais, alors là j'ai retrouvé une petite photo un petit peu avec tous les éducateurs. Ça aussi c'est ton ADN, j'imagine, de former, d'apprendre. Je me faisais la réflexion en préparant cette émission. Voilà, il y a des joueurs qui arrivent en équipe de France, des jeunes joueurs. On a une joueuse qui est en équipe de France de futsal féminine, un jeune joueur aussi qui est appelé avec les U19. Tout ça, ça doit te faire plaisir. Tu disais, c'est important d'avoir une académie et c'est important aussi de voir le club briller au plus bel échelon. Oui, je pense que oui. Après, c'est le travail de tout le monde. C'est les éducateurs, les bénévoles et les gens qui sont là. On essaie de partager au maximum avec les temps c'est pas facile parce que c'est pas un club professionnel. Donc, les temps des gens aussi, c'est pas évident de réunir les gens pour partager les choses, mais j'essaie d'aider quand je suis, de partager des idées, ou être ouvert quand ils ont besoin de quelque chose. Ils ont la liberté de m'appeler, me demander. Et j'essaie d'aider tout le monde. Et l'important que l'expérience qu'on a, même les joueurs, et que ça passe pour les coachs qui travaillent avec les petits, que ça, avec le 18, avec les filles. Donc, ça, c'est des projets importants. Le projet des filles aussi, c'est important pour les clubs. On a une équipe senior. On a commencé avec une catégorie avec 14, 15 gamines d'entre 8 et 15 ans, qui ont essaie l'année prochaine faire 2 catégories. C'est un travail aussi pour travailler les futsal féminines, l'académie. Donc, c'est tout un peu donner base au club pour continuer à grandir. Après, les joueurs sont reconnus, ils vont à l'équipe de France, ils sont tels ou qui performent, qui se sentent meilleurs. Mais la vérité, c'est ça, que les joueurs se sentent bien et qu'ils même se supèrent, ils se sentent qu'ils progressent. C'est ça qui est le plus important. Eh ben, merci, magnifique. Merci en tout cas pour cette interview, Marcello. Alors, il n'y avait pas de questions, mais il y avait quand même 2-3 petits mots sympas. Je voulais te les dire. Adrien Gasmi qui dit grosse force pour les playoffs. Bruno Barbosa, que tu as connu Paris Métropole, le meilleur entraîneur français. Mamadou Touré aussi, ton ancien joueur, le meilleur de tous. Il y a eu beaucoup de travail derrière tout ça. Et Zé Carlos aussi t'en parlait, qui voilà, voulait te remercier publiquement pour tout ce que tu lui as appris et ce que tu as appris aussi à cette équipe de Toulouse. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on accueille des joueurs qui t'ont connu en tant que coach, ils ont souvent voilà, cette bienveillance envers toi et ils disent tous que tu es voilà, un excellent coach. J'imagine que ça fait quand même plaisir. Bien sûr que ça fait plaisir que les gens reconnaissent ton travail, principalement les gens qui travaillent avec toi tous les jours. Ça te donne plaisir. Après, il y a qui dit aussi que je remercie beaucoup à tous eux parce que c'est eux à la fin qui me fait aussi grandir, qui me fait réfléchir sur le futsal. C'est doute, c'est son travail, c'est le dialogue qui me dit, qui demande, c'est ça qui me fait réfléchir aussi et améliorer moi. Donc, les joueurs aussi sont partie de ma formation. À la fin, un coach se forme avec ses joueurs, avec la compétition. Donc, quand tu as des bons joueurs, des gens qui te font grandir aussi, je remercie à tous parce que c'est pour eux aussi que je suis me développer et me faire qu'à chaque fois, j'espère, un meilleur coach pour les prochaines. Eh ben merci à toi Marcello. Je te propose de passer aux 2 dernières rubriques rapidement avec la partie du classement évidemment. Voilà un petit mot donc sur le classement. Donc on le disait, l'Étoile Lavalloise et le Paris Acaza, ça y est, sont en play-off. On disait tout à l'heure, hein, le Kremlin, le Toulon Elite Futsal, c'est très serré. Nantes est juste derrière, l'UJS Toulouse, Kingersheim peuvent encore prétendre au play-off. Derrière, on le voit, l'AC Ajaccio et Rouville, Béthune sont dans un mouchoir. Voilà, juste un petit mot quand même. Cette qualification au play-off, c'est un aboutissement et j'imagine que tout le club est satisfait et pressé aussi d'en découdre. Oui, on est tous contents. Je pense que on dit c'est un travail des années pour arriver ici. Et je pense que ça fait plaisir à tous les clubs. Les plus petits présidents du sportif, je pense que tout le monde est content et on va essayer de ne pas s'arrêter là et continuer à chercher la deuxième place et continuer à chercher le plus loin possible cette année parce que je pense qu'on a la possibilité et c'est pas facile, mais on va donner tout, je crois, si possible, les premiers joueurs pour essayer d'arriver le plus loin possible.
Allez, on rappelle, hein, l'Étoile Lavalloise, donc, qui est premier, affrontera le quatrième. Et Paris Acada, si cette équipe reste deuxième, affrontera le troisième. Donc il va falloir surveiller un petit peu tout ce qui va se passer d'ici la fin de ce championnat et des 3 dernières journées. Un petit mot très rapide sur le classement des buteurs. Soufiane El Mesrar est toujours en tête. Mais attention, Steve Bendali n'a pas dit son dernier mot. Caio Leonardo, Fabricio, t'en parlais, l'expérience de Fabricio, la jeunesse de Caio Leonardo, 2 belles pioches aussi. Comment on arrive à recruter des joueurs de ce calibre? C'est quoi le secret? Oui, non, c'est des joueurs qui je regarde ou que les gens me parlent. Ou ça. Fabricio, je les connais de beaucoup de temps. On a joué ensemble à Cartagena, en Espagne, pour 3-4 mois. Je jouais contre lui, je le connaissais déjà. Et Caio, c'est un joueur qui m'a indiqué si je vais au Portugal. J'ai regardé ses matchs. Je pensais que il cadrait bien aucun besoin. Un joueur organisateur, derrière, et fort, il a un bon frappe. Donc, c'est un peu comme ça. C'est dans on a qu'à regarder les budgets du club, les joueurs, les possibilités. On essaie de trouver les meilleurs pour compléter comme je dis, apporter quelque chose de différent de ce qu'on a déjà chez nous. Et ben voilà, en tout cas, donc 2 joueurs du Paris Acasa dans le top 10. Soufiane El Mesrar toujours en tête. Un mot sur le classement des passeurs. Et là, Moussa Haddad a une très belle avance. Voilà, Moussa Haddad largement en tête avec 24 passes décisives. Il en a encore fait 3 lors de cette dernière journée. Et pareil, Caio, hein, qui est dans le classement des buteurs, dans le classement des passeurs. Ismaël Diarra, t'en parlais tout à l'heure. Voilà, joueur qui monte. Tu disais carrément l'un des meilleurs joueurs du championnat. Alors, en tout cas, 11 passes décisives pour lui. C'est un joueur avec qui tu aimes travailler. Oui, je pense que la vérité, les groupes que j'aime bien tous les joueurs. Et Isma, c'est un joueur qui, malheureusement, l'année dernière, il avait une grosse blessure et des genoux. Il a été après toute la saison. Donc, ça a commencé à zéro. Même le début de la saison, il a été encore, il a recommencé à toucher le ballon en août. Donc, s'il a coûté un peu le début, reprendre la forme. Et là, il revient à sa forme. Je pense que l'année dernière, déjà, c'était l'année pour qu'il pourrait démontrer toute sa qualité. Et là, cette année, il commence à démontrer sa qualité. Et, il a passé plus de 6 mois de sa blessure. Donc, ça, qu'il est revenu. Et ça, il commence à voir son potentiel. J'espère qu'il va continuer comme ça. Il nous aide encore beaucoup cette année. Voilà, donc pour le classement des passeurs avec 2 joueurs également du Paris Acasa. La D2, c'est aussi très serré. Il faudra suivre ce qui va se passer. Marcouville est en train de faire une remontée extraordinaire sur l'AS Avion. Et d'ailleurs, les 2 équipes vont s'affronter. Attention, donc gros suspense dans la poule A et dans la poule B. C'est exactement le même scénario. Montpellier et Garges Gibson sont collés presque en termes de points. Et eux aussi également vont s'affronter. Donc voilà, il risque d'y avoir beaucoup de spectacles en D2. On va évidemment suivre ça. Est-ce que Montpellier, Garges ou alors Avion ou Marcouville sera en D1? On va suivre ça, Marcello, en tout cas, parce qu'évidemment, ça nous intéresse. Un dernier petit mot avec la prochaine journée avant de conclure cette émission. Et voilà donc la prochaine journée, ça sera samedi 20 avril. Et du coup, Marcello, tu en parlais, hein, un match intéressant, un match pas facile face au Nantes Métropole. Comment du coup on se situe quand on est déjà qualifié pour les playoffs? Est-ce qu'on veut, j'imagine, commencer déjà à préparer les playoffs par ce genre de match? C'est plutôt pas mal, c'est un bon échauffement. Oui, non, je pense que là, on n'a pas des choix. On va jouer tous les matchs à fond et on prie tous les matchs avec la même sérieuxité, peu importe l'adversaire. Et quand c'est un match comme Nantes, on sait que va ser un match bien joué, que é un match compétitif. Et ça donne plus d'envie de préparer les matchs. Et j'espère que pour notre public, ça va être un gros match, que les gens peuvent venir nous voir et disfruter des matchs comme ça. Allez faire un tour au gymnase des Fillettes samedi à 18h45. Voilà donc pour cette journée. Un petit mot rapidement sur l'affiche. Voilà, Toulon face à Kingersheim. 2 équipes qui peuvent encore jouer les playoffs. On l'a vu, le Toulon en cas de victoire pourrait faire un grand bond. Kingersheim en cas de victoire au Palais des Sports pourrait aussi, pourquoi pas, se rapprocher. Voilà, Mohamed Legja, Moussa Haddad. Un petit mot également, Marcello. C'est le dernier promis. Parce que c'est une bonne nouvelle quand même, cette liste de l'équipe de France. Bonne nouvelle pour le club de Paris Acasa, parce que c'est un grand retour, et j'imagine ça doit te faire plaisir, le grand retour de Youba Soumaré dans cette liste.
Oui, je pense que oui, c'est un joueur qui a une forme aussi cette année, qui a parié pour revenir à Casa et travailler avec nous. Je pense qu'il a fait une grosse saison, il est d'un bon niveau et c'est normal que ça se prenne sur lui pour l'équipe de France. Je suis content pour lui, j'espère que ça se passe bien pour lui, qu'il continue à nous aider aussi dans les championnats. Voilà, donc pour cette liste, pas de grande surprise. Le retour donc de Youba Soumaré, pas de Moussa Haddad dans ce groupe. Voilà. Pour rappel, ça sera un déplacement en Lituanie avec un match notamment contre le Brésil. Voilà, donc pour cette liste, vous pouvez retrouver tout ça sur la FFF, enfin sur le site de la FFF. Et puis Mamadou Touré aussi qui est là, le Nantais que tu as bien connu. Évidemment, Marcello, merci beaucoup. On a dépassé un petit peu le timing. Je sais qu'il y a entraînement juste après. Je vais te laisser conclure. On va te laisser dire un petit mot, des remerciements, tout ce que tu veux. C'est à toi. N'hésite pas. Non, je veux remercier à l'invitation. C'est avec plaisir. Je pense que vous avez fait un bon travail pour la divulgation de futsal. Je pense que ça aide beaucoup les clubs, aide beaucoup à grandir les sports. J'espère que la fédération, Futsal Zone, les clubs continuent à grandir le futsal français. On voit que les résultats à la fin avec la sélection française, avec les championnats, chaque fois est plus compétitif, les joueurs plus intéressants. Il ne parle plus de futsal français à l'extérieur. Tout le monde veut écouter maintenant des joueurs français, le cas de Mamadou Touré au Barcelone. Ça fait qu'il y a beaucoup de suivi des futsal français et ça c'est bien pour tout le monde. Après, je veux aussi juste remercier mon club aussi pour l'opportunité, pour Kamel, Jamel, ça fait 2 ans qu'il travaille pour que le club grandisse. Et ces résultats des playoffs, je pense que c'est un gros premium pour eux et pour tous les jeunes et tous les joueurs qui sont là depuis 15 ans qui rêvent avec ça. J'espère que ça n'arrête pas ici. Ouais, félicitations en tout cas au club du Paris Casa pour avoir été invité à une petite animation journalistique avec des jeunes de l'académie. Ça travaille beaucoup et il y a beaucoup de passionnés. Donc voilà, félicitations en tout cas à tout le club de Paris Casa et on va suivre ça évidemment. Mais avant tout, il y aura quand même 3 matchs à jouer. On va voir un petit peu qui va accompagner Laval et Paris Casa, qui descendra. Soyez au rendez-vous en tout cas samedi 20 avril pour la reprise de la D1. D'ici là, restez connectés sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Marcello, bon entraînement. Qu'est-ce que tu as prévu là au programme? C'est quoi comme entraînement? Merci. Non, oui, c'est un entraînement un peu physique, récupération physique. Comme il n'y a pas de match le week-end, donc demain, on va toucher plus les ballons, demain et jeudi. Allez, ils vont courir alors, ils vont courir pour fêter les playoffs. Merci Marcello, bonne soirée à toi, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc bientôt sur les antennes de Futsal Zone. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao à tous, merci Marcello. Soyez les bienvenus pour notre émission 100% Futsal.